Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être sur Africab Télévision pour suivre Afrique Midi. Voici donc les principaux titres de ce journal. Une dizaine de chefs d'État à Yaoundé pour prendre part au sommet stratégique sur le golfe de Guinée. Des décisions fortes pour réduire la piraterie maritime dans la région sont attendues au terme de ce sommet de 2 jours qui débute ce lundi au Cameroun. Autre titre, l'Arabie Saoudite annonce une réduction de 20% des fidèles étrangers qui vont participer au Hajj ainsi qu'à la Omra cette année. Une nouvelle difficile pour les agences de voyage qui ont déjà fait leur réservation et qui se justifie par les travaux d'extension en cours. La sécurisation du golfe de Guinée, c'est l'objet du sommet stratégique qui s'ouvre au Cameroun à Yaoundé ce lundi. Un sommet auquel prennent part une dizaine de chefs d'État. Premier du genre, il vise à mettre en déroute les pirates dans la zone et il est organisé par la CEAC, la CEDEAO avec le soutien de l'ONU. Intéressons-nous aux enjeux de cette rencontre. Le sommet de Yaoundé va durer 2 jours. 2 jours dont on attend des résolutions fortes pour faire face de manière efficace à la récurrence des actes de piraterie maritime, de terrorisme et autres exactions dans le golfe de Guinée. On estime qu'il y aura à la sortie du sommet un calendrier sur un certain nombre d'actions à mener pour conduire à terme ce processus de pacification ou de lutte contre cette nouvelle menace dans la zone du golfe de Guinée. L'autre enjeu majeur, c'est qu'on estime que les États vont s'engager sur un certain nombre de mesures pratiques à prendre à moyen, à court ou à long terme pour juguler ce qui justifie effectivement le sommet. Et une des raisons de la montée en puissance de la piraterie dans le golfe de Guinée ou des actes illicites, c'est aussi la question de la pauvreté des populations. Ces populations qui sont donc exploitées ou recrutées par des industries criminelles pour s'aimer des actes de piraterie ou de terrorisme. Un autre enjeu, c'est de savoir comment les États vont s'entendre pour quand même arriver à élever le niveau des populations dans la sous-région, étant entendu que ce qui abonde dans la zone du golfe de Guinée, c'est moins la piraterie que les richesses elles-mêmes. L'esprit qui doit guider les États doit transcender la souveraineté nationale. Il doit être multilatéral. C'est toute la communauté internationale qui est interpellée. De ce fait, des dispositions doivent être prises en matière de coopération, d'échange d'informations et de formation à travers la création d'un service opérationnel de renseignement criminel dans le golfe de Guinée. Fin ce week-end en Côte d'Ivoire du 4e Forum des marchés africains émergents. Pour les participants, il est clair que le continent a le potentiel nécessaire pour atteindre l'émergence d'ici 2050, même si l'intégration et l'assainissement des finances publiques sont à maîtriser davantage afin de relever ce défi. Des économistes comme Michel Kandessu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, FMI, projettent que le continent africain, qui participe à moins de 2% au commerce mondial aujourd'hui, représentera 9% des échanges commerciaux en 2050. Il ajoute toutefois que tous les États africains n'atteindront pas l'émergence. Seuls les États qui auront maîtrisé leur démographie auront obtenu une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui réduit la pauvreté et contribue au bien-être de l'ensemble de la population, deviendront émergents. Là-dessus, économistes, politiques et sociologues, tous participants au 4e Forum des marchés émergents sur l'Afrique, sont du même avis. Mais comment y arriver? Là, les avis sont partagés. L'émergence, c'est notre capacité à participer aux échanges mondiaux. C'est-à-dire que nous ne sommes plus là pour exporter le café, le cacao brut. Nous ne sommes plus là pour extraire le fer à l'ouest ou l'or au nord et puis exporter en l'état. À la suite des défis que nous avons relevés, et ces solutions autour de la compétitivité, l'inclusion. Certains secteurs d'Afrique se prêtent à cela, notamment le secteur agricole. Et puisque à travers le secteur agricole, près de 70% de la population, à la fois rurale et urbaine, peuvent avoir du travail. Raila Odinga, ancien premier ministre du Kenya, pense lui que l'Afrique doit finir avec la rhétorique pour poser des actes concrets. Par exemple, lutter contre l'évasion fiscale qui spolie chaque année l'Afrique de 60 milliards de dollars, soit
30 000 milliards de francs CFA selon les économistes. La réalisation de la vision Afrique 2050 impose aux dirigeants africains des mesures vigoureuses à l'effet d'assainir les finances publiques et d'améliorer la gouvernance fiscale. Les pays africains dans leur ensemble devront rechercher la coopération avec le reste du monde en vue d'une lutte concertée contre l'évasion fiscale. En 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. L'intégration africaine, soutenue par l'alternance politique, la bonne gouvernance, la transformation des matières premières, l'autosuffisance alimentaire et un emploi décent pour tous, constitue la clé du développement à visage humain qu'on appelle émergence, tant espérée par le continent africain. Barack Obama entame une tournée africaine cette semaine. Il sera au Sénégal du 26 au 28 juin. L'occasion de s'intéresser à la coopération commerciale entre le pays de la Teranga et les États-Unis. Et malgré l'AGOA, le niveau d'exportation du Sénégal vers la première puissance mondiale n'est pas idéal, comme nous l'explique ce reportage. Le Sénégal et les États-Unis, deux pays et une longue histoire de coopération dans le domaine commercial. En tant que première puissance mondiale, l'industrie américaine exporte au Sénégal des produits manufacturés, des véhicules et produits alimentaires comme le riz et le blé, mais aussi des produits pharmaceutiques. Le Sénégal, pour sa part, envoie aux États-Unis des produits halieutiques et des objets d'art. Le Sénégal importe plus qu'il n'exporte aux États-Unis, ce qui fait que la balance commerciale est chroniquement déficitaire. La moyenne des exportations sur les 5 dernières années, les exportations sénégalaises ne dépassent pas les 3 milliards de francs CFA, alors que les importations tournent autour de 60 à 80 milliards de francs CFA. Pourtant, depuis les années 2000, l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, loi pour la croissance et les opportunités en Afrique, cherche à briser les barrières commerciales du marché américain. 6400 produits venant d'Afrique subsaharienne sont exemptés de taxes douanières et malgré tout, le Sénégal n'exporte que 67 produits. Comme contrainte majeure, les spécialistes évoquent les normes américaines. Les principales contraintes résident dans la faiblesse de la capacité, tant au niveau de la qualité que de la quantité. L'autre aspect aussi également, il ne faut pas le perdre de vue. Les États-Unis ont ouvert leur marché pour donc supprimer les barrières tarifaires, mais la contrainte majeure réside dans les normes. Parce qu'une fois que vous avez produit, votre exportation, notamment sur les produits agroalimentaires et agroalimentaires, doit respecter les normes américaines. Avec un taux de croissance qui avoisine les 4%, le Sénégal veut promouvoir ses exportations et augmenter sa part de marché dans le commerce mondial. La venue de Barack Obama est déjà une grosse opportunité. Pendant son séjour, le président américain va évoquer, entre autres sujets, les échanges commerciaux et la croissance économique. Et Barack Obama compte aussi se rendre en fin de semaine en Afrique du Sud où l'état de santé de Nelson Mandela reste critique. Le président Jacob Zuma, qui s'était depuis le début montré très confiant quant au rétablissement du leader de la lutte anti-apartheid, est désormais plus hésitant. Écoutons le président sud-africain qui était hier au chevet de Madiba. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, il était tard et Nelson Mandela était déjà en train de dormir. Les médecins m'ont dit que l'état de santé de Madiba s'était détérioré depuis 24 heures et qu'il était maintenant dans un état critique. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour lui donner les meilleurs soins pour qu'il se sente le mieux possible. Autre sujet de l'actualité, l'opposition égyptienne prépare une manifestation massive pour le 30 juin prochain, jour du premier anniversaire de l'investiture du président. Mohamed Morsi est le premier président islamiste du pays et depuis sa prise de fonction, la contestation se fait de plus en plus vive. D'ailleurs, le risque d'affrontement dimanche est non négligeable puisque les pro-Morsi ont décidé de soutenir leur président ce jour-là.
Haj Morsi. Ces Égyptiens sont venus réclamer la démission du président Morsi, juste devant le ministère de la Défense égyptien. Car au-delà de ces slogans, ces milliers de manifestants apportent leur soutien au général Sisi, le ministre de la Défense. Quelques heures plus tôt, le ministre a mis en garde partisans et opposants du président Morsi. L'armée pourrait intervenir pour imposer l'ordre si des heurts éclataient lors des prochains rassemblements. Un avertissement salué par ces protestataires. C'est un message remarquable pour les frères musulmans, le président Morsi et le monde entier. Le général montre qui est le vrai peuple égyptien et qui est l'armée. La déclaration du général Sisi a été parfaite. C'est une déclaration très logique et c'est un message fort qu'il envoie au président Mohamed Morsi et aux frères musulmans. L'armée défendra le peuple égyptien. Une première depuis l'investiture du président égyptien. L'armée sort de l'ombre alors que Mohamed Morsi l'avait mise sur la touche quelques mois après avoir été élu. En destituant les deux plus importants généraux du pays, le nouveau président avait signé l'arrêt de mort du Conseil suprême des forces armées et mettait fin à une situation de double pouvoir. Car c'est l'armée qui avait assuré la transition après la chute du président Moubarak en 2011. Une institution qui a toujours dominé l'Égypte depuis le renversement de la monarchie en 1952. Elle est le pilier du pays. Le 30 juin prochain, d'importantes manifestations de l'opposition sont prévues et l'armée aussi sera mobilisée pour assurer l'ordre. Et enfin, cette année, l'Arabie Saoudite a décidé de réduire le nombre de fidèles autorisés à se rendre au pèlerinage, moins 20% d'étrangers et moins 50% pour les Saoudiens. Les autorités justifient cette décision par les travaux d'extension de la mosquée de la Mecque qui permettra une capacité d'accueil plus importante. Et au Maroc, on espère vite trouver un arrangement. Les travaux d'extension au sein de Masjid al-Haram ont poussé les autorités saoudiennes à annoncer une réduction de 20% du nombre de pèlerins étrangers, de 50% des pèlerins saoudiens, et ce à partir du Hajj de cette année. Les fidèles accomplissant la Umrah sont également concernés, mais le quota de restriction reste inconnu, ce qui pose un réel problème pour les agences de voyage. C'est une décision très soudaine, surtout en ce qui concerne la Umrah. Nous n'avons pas eu le temps de prévenir nos clients, de nous faire rembourser auprès des tours opérateurs saoudiens ou encore de trouver des arrangements avec les compagnies aériennes. Le nombre de Marocains accomplissant la Umrah pendant Ramadan n'est pas très élevé. Pour 40 000 Marocains, on compte quelques 400 000 ou 500 000 Égyptiens par exemple, ce qui nous laisse espérer que l'on pourra peut-être trouver un arrangement pour que ni les agences de voyage ni les pèlerins ne soient trop lésés par cette décision. Une espérance partagée par tous, notamment par les membres du gouvernement. En effet, les pertes pour les voyagistes s'annoncent importantes puisque les réservations d'hôtels et d'avions sont déjà effectuées. Nous sommes en train d'étudier la situation et d'envisager un certain nombre de solutions. Notre objectif est de soutenir les agences de voyage marocaines et de limiter les désagréments pour les pèlerins. De son côté, la compagnie aérienne nationale poursuit l'opération Umrah comme prévu. Dans l'attente de plus de détails, tous les vols sont maintenus. Ces vols sont adaptés au quotidien selon les informations que nous recevons et ils continueront à desservir directement les 7 grands aéroports du pays, directement vers la ville de Médine pour les pèlerins qui commencent par Médine et directement vers Jeddah pour ceux qui commencent par la Mecque. Cette restriction de 20% du nombre de pèlerins étrangers devrait durer 2 à 3 ans. Elle a pour objectif d'assurer la sécurité des fidèles. Pour rappel, les travaux d'agrandissement de Masjid al-Haram visent à augmenter sa superficie de 400 000 m² afin de faire passer sa capacité d'accueil d'1,5 million à 2,2 millions de pèlerins. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Fin de ce journal et retrouvez Afrique Soir à partir de 19h45. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h pour Afrique Midi. Bonne suite de programme.